Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce On papote numéro 13, comme le temps passe. Comme d'habitude pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une boîte à questions dans mes stories du coup, de venir me poser vos questions sur l'amour, sur l'amitié, sur moi, sur vous, sur ce que vous voulez. Comme les questions sont courtes, on va essayer de faire des réponses courtes, comme ça on pourra parler de plein de choses différentes. Alors c'est parti. Oh, on commence dans de la question qui va m'énerver. Mon crush me souffle le chaud et le froid parce qu'il a peur de souffrir. Que faire? Alors ma chère Trude, que ton crush ait peur de souffrir, je peux tout à fait comprendre. On a presque tous et toutes souffert en amour, on sait que ça fait mal. Et t'inquiète pas, si ça t'est pas encore arrivé, malheureusement ça risque de t'arriver un jour. Parce que toi-même tu sais, les histoires d'amour finissent mal en général. Quoi qu'il arrive, ton crush il a peur de souffrir, on l'a dit, on le comprend, c'est normal, c'est humain, tout le monde a peur de souffrir. Mais c'est pas parce qu'il a peur de souffrir qu'il doit te faire souffrir toi. Parce que par définition, souffler le chaud et le froid à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le mets dans une insécurité. Tu le mets dans une incertitude permanente. C'est-à-dire que des fois tu souffles le chaud en mode ah ouais je t'adore, c'est trop cool d'être avec toi et tout, nanana, t'es trop belle, bref, j'ai envie d'être avec toi. Et parfois le froid du style je te réponds plus à tes messages, ah quoi non bah finalement je suis pas trop dispo, là vas-y je suis un peu busy. Tu te prends des bâches dans la gueule et du coup tu sais plus trop sur quel pied danser parce que de temps en temps c'est chaud, de temps en temps c'est froid et du coup tu te dis ok qu'est-ce que je dois faire. En fait c'est pas parce qu'il a peur de souffrir que déjà il doit te souffler le chaud et le froid. C'est pas parce qu'il a peur de souffrir qu'il doit te faire souffrir en retour. En fait s'il a peur de souffrir, la seule chose qu'il peut faire c'est te demander de le rassurer. Et toi de ton côté tu peux lui expliquer ça aussi parce que de toute évidence il ne l'a pas compris. On se doute bien qu'il le fait pas par malice, on se doute bien qu'il le fait pas méchamment de te souffler le chaud et le froid. On a bien compris que ce dont il avait peur c'était de souffrir de nouveau et du coup de temps en temps il se dit ah vas-y j'ai trop envie d'être avec Gertrude et de temps en temps il se dit non vas-y c'est mort je veux pas souffrir encore. Donc moi ce que je te suggère de faire c'est de lui expliquer à ton Alphonse que gros c'est pas parce que t'as peur de souffrir que moi il faut me faire souffrir parce que oui ce que tu me fais là actuellement me souffler le chaud et le froid ça me fait souffrir et je suis désolée mais je suis pas venue pour souffrir. Donc soit tu me demandes de te rassurer et j'ai tellement envie de le faire parce que j'ai tellement envie d'être avec toi et là-dessus tu peux compter sur moi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je te rassurerai et je te prouverai surtout par mes actes parce que encore une fois seuls les actes comptent que j'ai envie d'être avec toi, que je suis digne de confiance et que je ferai mon maximum toute ma vie pour ne pas te faire souffrir. Soit t'es pas capable de faire ça et tu te sens obligé de continuer à me souffler le chaud et le froid, auquel cas je suis désolée mais on a rien à faire ensemble parce que non ma Gertrude tu n'es pas là pour souffrir et non c'est pas parce qu'il a peur de souffrir que toi tu dois souffrir à sa place. En fait très simplement reviens toujours au basique. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas? On est d'accord que tu veux bien le rassurer, on est d'accord que tu veux être avec lui évidemment, on est d'accord que tu veux bien faire plein de choses pour que lui se sente mieux. En revanche non tu n'es pas d'accord pour souffrir, tu n'es pas d'accord pour payer ses pots cassés à lui et tu n'es pas d'accord pour payer les pots cassés des autres en fait, tout simplement. Donc rappelle-toi bien ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu vaux surtout, ce que tu es prête à faire, ce que tu n'es pas prête à faire et là-dedans j'ose espérer que tu es prête à le rassurer mais pas à souffrir encore. Donc explique-lui ça, c'est ce qu'on appelle mettre ses limites. Tu lui dis Alphonse je te kiffe honnêtement, j'ai très envie de te rassurer, par contre là ton petit jeu de chaud-froid, je suis désolée mais ça va pas le faire. Donc soit tu me demandes de te rassurer et je te promets je le ferai, soit t'es pas capable, auquel cas on n'a rien à faire ensemble parce que je ne suis pas venue pour souffrir. Ok ma Gertrude, tu peux le faire, tu peux le faire. Et si tu dois le perdre à cause de ça, c'est que clairement vous étiez pas fait pour être ensemble. Parce qu'encore une fois, tu n'es pas venu pour souffrir. Alright? J'ai 20 ans, je suis célib depuis toujours et j'en ai marre. Est-ce que faire ma première fois sans lendemain, c'est possible? Alors ma Gertrude, j'ai envie de te dire, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. C'est même tu sais, comme dirait l'autre. Bien entendu que si t'as envie de faire ta première fois sans lendemain, c'est possible. Ça tombe très bien, les bars ont rouvert, il te suffit juste de trouver un petit mec ou une petite meuf qui te plaise, tu l'emballes, tu l'emmènes chez toi, vous faites vos affaires, et puis le lendemain, merci, bonsoir, on se revoit plus jamais. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que t'as vraiment envie de ça en fait? Tu sais, en amour, très souvent, on est tellement focus sur un objectif, par exemple de faire sa première fois, ou alors d'être en couple, qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on veut vraiment. Tu sais, on est prêt à baser ce qu'on veut vraiment pour atteindre cet objectif qui au final est un peu ridicule, comme ça tout seul. J'en ai parlé énormément dans ma vidéo sur Red Flag Dating, quand je racontais qu'il y a des gens qui veulent tellement être en couple, qui s'en foutent en fait avec qui ils sont en couple, tout ce qu'ils veulent c'est être en couple. En réalité, tu t'en fous d'être en couple si c'est pas avec la bonne personne. Les gens qui rêvent d'être en couple, ils rêvent d'être bien en couple. Donc si tu prends la première personne comme ça venue, alors oui, évidemment, si t'as un peu de peau, ce sera la bonne personne, mais t'as quand même 99,9% de chance que ce soit juste pas une personne qui te corresponde, et donc tu vas être en couple avec quelqu'un qui va pas remplir tes besoins essentiels, qui va pas te donner suffisamment d'amour, pas suffisamment d'attention, ou alors qui va justement t'en donner beaucoup trop, et du coup tu seras pas bien. Là, c'est pareil, ma Gertrude. Tu me dis ouais, j'en ai marre, je suis célibataire depuis toujours, j'ai envie de faire ma première fois sans lendemain, etc. Alors peut-être que c'est effectivement ce que tu veux, mais quelque chose me dit que si la seule chose qui t'importait c'était de ça y est, plus être vierge, d'avoir passé ta première fois pour pouvoir ensuite passer à la suite, bah tu l'aurais déjà fait en fait. Si t'as toujours pas d'expérience en matière sexuelle, peut-être que c'est parce que justement tu attends de rencontrer une personne avec laquelle tu vas te sentir bien, avec qui tu vas te sentir à l'aise, en confiance. Peut-être que c'est parce que t'as envie de prendre ton temps, ou peut-être pas du tout, hein, je ne te connais pas, si ça se trouve c'est le cas inverse. Mais réfléchis à ce que tu veux vraiment, ma Gertrude. Est-ce que ce que tu veux vraiment, c'est te débarrasser de cette idée de première fois, ou est-ce que ce que tu veux vraiment, c'est rencontrer quelqu'un avec qui tu vas te sentir bien, à l'aise, pendant suffisamment
suffisamment longtemps pour te sentir prête pour faire ta première fois. Parce que attention, c'est pas la première fois, c'est les premières fois. Il y a la première fois que tu te retrouves à poil devant quelqu'un, les premières fois où tu fais des préliminaires, et Dieu sait qu'il y en a des préliminaires, la première fois que tu touches la bite d'un mec, la première fois que quelqu'un te touche la touche, ou la première fois que tu touches la vulve d'une meuf, d'ailleurs, la première fois qu'on va toucher ton corps, la première pénétration évidemment. Il y a plein de premières fois en fait. Donc est-ce que t'as vraiment envie de tout faire comme ça d'un coup de 0 à 100 en une nuit avec quelqu'un que tu reverras plus jamais? Peut-être. Si c'est le cas, bien sûr, vas-y. Mais si t'as un côté un petit peu plus romantique, si tu sens que tu fais partie de celles et ceux qui ont besoin de prendre leur temps pour se sentir à l'aise avec l'autre, pour appréhender dans un premier temps la nudité, ensuite pour appréhender les mains de l'autre sur toi, tes mains sur l'autre, les préliminaires et après peut-être pourquoi pas la pénétration, juste te sens pas obligé de tout faire d'un coup en une nuit. Parce que c'est pas une course en fait. Chacun son rythme, chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin, dites-leur que c'est vrai, c'est vrai. Donc pour répondre à ta question, ma Gertrude, oui, c'est possible. Si c'est vraiment ce que tu veux, c'est possible. Maintenant, comme ma petite voix intérieure me l'indique, peut-être que c'est pas tout à fait ce que tu veux. Je t'invite à te questionner sur le sujet, tout simplement, et une fois que tu auras mis au clair vraiment ce que tu veux, et ben yallah. Tiens, question d'éthique, de valeur, c'est très intéressant. Est-ce que sortir avec quelqu'un alors qu'on n'est pas amoureux, mais que lui, si c'est mal, entre parenthèses, si ça le fait souffrir? Alors, ma Gertrude, en fait, quoi que tu fasses, si ça fait souffrir quelqu'un alors que toi c'est pas absolument nécessaire, bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mal, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas très sympa. Remettons les choses dans leur contexte. Là, tu me dis que tu sors avec un mec, enfin, tu sors avec quelqu'un d'ailleurs, ça se trouve c'est une meuf. Donc, tu sors avec quelqu'un qui est love de toi, et toi en retour, tu ne l'es pas. Pas encore. Donc, à la question, est-ce que sortir avec quelqu'un qui est amoureux de soi quand toi t'es pas encore amoureux ou amoureuse, est-ce que c'est mal? Bah, la réponse est non, bien sûr que non, c'est pas mal. Tu sors avec quelqu'un, il y a énormément de couples qui démarrent où on n'est pas encore amoureux ou amoureuse au début. Ça arrive très souvent, il n'y a pas du tout de mal à ça. Les sentiments se développent justement au fur et à mesure qu'on passe du temps ensemble et là on finit par tomber amoureux et c'est merveilleux. Maintenant, effectivement, c'est vrai que c'est toujours un petit peu risqué parce que si tu sors avec quelqu'un qui est déjà love de toi t'as une espèce de pression sur les épaules où tu te dis oh là là là, si moi je tombe pas love, qu'est-ce qui va se passer? Il ou elle va être ultra malheureux, moi je vais me sentir ultra coupable, j'aurais eu l'impression d'avoir grave profité de cette personne alors qu'en fait mes intentions étaient bonnes. Donc je comprends ton embarras. Dans ce genre de situation, il me semble qu'à un moment, il faut arrêter de se foutre trop la pression. Quand tu commences à sortir avec quelqu'un, évidemment que tu prends un risque. Tu prends un risque de tomber love et que cette personne ne tombe pas love en retour. Tu prends le risque que l'autre tombe love de toi et que toi ça n'arrive pas en retour. Et tu prends aussi le risque que les deux tombent amoureux et qu'il se fasse un truc super. Évidemment que c'est prendre un risque de commencer une relation, mais quelle qu'elle soit, hein. Et tu vois là, dans ton cas, t'as commencé à sortir avec cette personne qui est déjà amoureuse de toi. Moi je trouve ça assez cool en fait. Y a pas de raison que ça le ou la fasse souffrir. Vous êtes au début d'une relation, c'est normal que tu sois pas encore amoureuse. Donc là en fait j'ai envie de te dire, si ton mec ou ta meuf qui est déjà love de toi, avec qui tu sors actuellement, commence à te dire des trucs du style ah mais ça me rend trop malheureux ou malheureuse que tu sois pas encore love de moi, la vérité c'est que en fait cette personne est en train de te mettre tellement de pression sur les épaules que toi tu n'auras jamais la liberté et l'espace nécessaire pour tomber amoureuse de cette personne. Pour moi ce que tu fais c'est pas mal, au contraire il y a cette personne qui est love de toi et tu lui laisses une chance de t'ouvrir à lui ou à elle pour voir si les sentiments naissent en retour. C'est super, non ce n'est pas mal. En revanche, attention, si tu sens que ça ne va pas du tout arriver, que clairement tu vas jamais tomber love de cette personne, ce qui risque d'être le cas, hein, parce que si cette personne te met effectivement la pression en mode ah mais t'es toujours pas love de moi, je suis malheureux ou malheureuse, t'inquiète que ça n'arrivera juste jamais. Effectivement, si tu sens que ça n'arrivera pas, oui, il vaut mieux arrêter la relation parce que ça sert à rien de laisser l'autre continuer à espérer que tu tombes love alors que toi tu sais au fond que ça n'arrivera pas. Donc à toi de voir, à méditer, mais ce qui est sûr c'est que ton mec ou ta meuf là qui est déjà love de toi, il ou elle ne doit surtout pas te mettre la pression. Les sentiments ça ne se contrôle pas, en revanche, les sentiments ça peut s'éloigner. Si quelqu'un te fout la pression pour que tu ressentes quelque chose, sois sûre et certaine que tu ne le ressentiras jamais. Think about it. Quand un mec ne me plaît pas à 100%, je me bloque, entre parenthèses, même pour le moindre petit truc. Alors, ma Gertrude, c'est quelque chose que je retrouve très souvent, ce problème-là de se bloquer dès qu'il y a un tout petit truc qui cloche, notamment chez les personnes qui ont peur de l'engagement ou qui ont peur de l'abandon. En fait, très bizarrement, cette peur de l'engagement va très souvent de pair avec la peur de l'abandon. Parce que t'as tellement peur d'être abandonné que tu te dis, ok, je vais juste pas m'engager, comme ça on va pas m'abandonner. Pas con. Alors, ma Gertrude, le fait que tu bloques comme ça sur le moindre petit détail par rapport à des mecs, j'ai envie de te demander, c'est qui les mecs qui étaient en face de toi? Parce qu'il y a une vraie différence entre ce mec avait l'air absolument parfait pour toi, du style physiquement il t'attirait, intellectuellement vous aviez vraiment des conversations ultra enrichissantes, il avait l'air capable de combler tes besoins essentiels, ce qui n'est pas une moindre affaire, et puis simplement parce qu'il a éternué et qu'il a essuyé ses mains sur son jean, tu t'es dit ah dégueu et tu l'as plus jamais revu. Si t'es dans ce cas de figure là, j'ai envie de te dire ouais effectivement il y a un petit problème, on va en parler. Maintenant si t'es dans le cas de figure où tu te retrouves face à quelqu'un qui pourrait t'attirer physiquement, mais tu sais pas pourquoi il y a un truc ça te bloque, la façon dont il s'exprime ou juste son odeur, tu sens que ça marche pas, ça c'est pas un problème, hein. Ça c'est juste normal et c'est pas ce qu'on appelle des petits détails en fait. L'attirance physique et l'attirance intellectuelle bien sûr, c'est un équilibre subtil et tellement fragile. Tu sais parfois il va y avoir un mec ou une meuf qui va t'intéresser comme ça depuis 3-4 semaines, tu sais t'es à fond et puis là tout à coup cette personne fait un truc et tu fais oh mon dieu, il ou elle a tout cassé d'un coup. Tu sais pas pourquoi, mais juste c'est comme ça s'est passé. Là-dessus tu n'y peux
rien. L'attirance, ça ne se contrôle pas. Soit t'es attiré, soit t'es pas attiré. Donc si t'es dans ce cas de figure, on va pas s'éterniser, c'est juste normal. Et si l'histoire se répète, c'est peut-être que pour l'instant tu ne t'es retrouvé en date qu'avec des personnes qui en réalité n'avaient pas vraiment l'heure de te plaire, et du coup t'as bloqué, mais je te rassure, t'as aucun problème. Maintenant, si tu te retrouves vraiment régulièrement face à des mecs qui pourraient vraiment te plaire, qui, comme je te le disais, t'attirent intellectuellement, physiquement, ont l'air de pouvoir combler tes besoins essentiels, sont disponibles pour toi, etc., mais que tout à coup tu te dis ah là là, il a éternué, il s'est essuyé ses mains sur son jean, c'est dégueulasse, j'aime pas, c'est potentiellement qu'effectivement il y a un problème. À part si t'es vraiment une tarée de l'hygiène et que tu n'as jamais fait ça de ta vie et que personne autour de toi ne fait ça, parce qu'entre nous tout le monde fait ça, c'est pas très Covid mais c'est comme ça. Là c'est effectivement que potentiellement il y a un problème. Alors questionne-toi, est-ce que tu as peur de l'engagement? Si oui, pourquoi? Est-ce que tu as peur de l'abandon? Du coup, est-ce que ça va ensemble? Mais pour moi, si tu bloques sur des petites choses comme ça, absolument insignifiantes, alors que la personne aurait vraiment pu être faite pour toi, c'est simplement un mécanisme d'autodéfense en fait. Et si ce mécanisme d'autodéfense se met en place régulièrement, faut que tu te poses des questions. Comment ça se fait que tu aies besoin de te défendre? Est-ce que tu as peur de souffrir? Si oui, de quoi? Enfin, tu vois, il faut vraiment que tu te poses ces questions-là, et il y a tout un arbre de questions à se poser. Mais fais un petit voyage intérieur, pose-toi les bonnes questions, et une fois que tu auras trouvé la réponse, travaille dessus. Avoir une différence de libido dans un couple, est-ce que c'est grave? Est-ce que le couple peut quand même tenir? Alors, il me semble qu'une différence de libido dans un couple... Alors la libido d'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est simplement le désir sexuel. T'as envie de coucher avec l'autre ou pas, ça s'appelle la libido. Ça me paraît littéralement ultra normal qu'il y ait une différence de libido. Alors oui, effectivement, dans un couple, très souvent, il va y en avoir toujours un des deux qui a un petit peu plus envie que l'autre. Mais bon, comme ça va pas être beaucoup plus ou beaucoup moins, ça crée pas trop de problèmes ni de tension, puisque du coup, on reste quand même quasi au même niveau. Maintenant, c'est vrai que quand il y a une vraie différence de libido, et notamment quand on n'a pas du tout l'habitude qu'il y ait cette différence de libido, c'est-à-dire que bon, jusqu'à maintenant vous étiez toujours comme ça et puis tout à coup ça fait comme ça, tu fais oh waouh, qu'est-ce qui t'arrive frérot, tu m'aimes plus, je suis plus belle, je suis dégueulasse. Et là ça commence souvent à créer des tensions parce que du coup celui ou celle qui a envie se retrouve frustré, et au-delà de la frustration sexuelle, parce que bon ça à la limite c'est pas très grave, la personne frustrée se remet énormément en question en se demandant si elle est toujours attirante, si l'autre l'aime toujours, etc. De l'autre côté, la personne qui va avoir cette baisse soudaine de libido, elle va se sentir coupable parce qu'elle va voir que l'autre, du coup, il ou elle est frustré et il ou elle se pose des questions sur est-ce qu'il ou elle est encore attirant, etc. Donc on est sur de la culpabilité, parfois on a l'impression de pas remplir son devoir conjugal, enfin bref, on se sent mal. Et du coup, ça crée des tensions, et donc celui qui avait pas de libido en a encore moins, et celui qui avait de la libido en a encore plus, parce que du coup, plus la frustration monte, plus t'as envie. Bref, ce genre de situation, c'est un peu un cercle vicieux duquel il faut sortir le plus rapidement possible. Si jamais il y a un écart de libido dans ton couple, que ce soit nouveau, que ça vienne de sortir entre vous, ou alors que ce soit depuis toujours, rends-toi compte que ce n'est pas une fatalité. Si ça vient juste d'arriver, c'est juste une passade, et la libido c'est lié à tellement de choses, c'est lié à ton hygiène de vie, donc à quel point tu dors, à quel point tu picoles, à quel point tu prends de la drogue, c'est lié aussi à des événements qui se passent dans ta vie. Typiquement si tu viens de subir un énorme choc dans ta vie du style perdre un parent ou quelque chose comme ça, potentiellement t'as un petit peu moins de libido que d'habitude, et c'est tout à fait normal. Imagine tu viens de perdre ton boulot, pareil, c'est lié aussi à l'estime de soi, moins tu vas avoir d'estime de toi, moins tu vas avoir de libido, etc. Enfin bref, c'est lié à plein de choses la libido, et pas forcément à est-ce que je désire mon partenaire ou pas. Donc pour répondre à ta question ma Gertrude, est-ce qu'un couple peut tenir en cas de différence de libido? Évidemment qu'un couple peut tenir. Et comment on fait pour tenir quand il y a une vraie différence de libido? Très simplement, celui ou celle qui a toujours de la libido doit absolument essayer de comprendre l'autre, ce que l'autre traverse, et surtout doit absolument essayer de comprendre dans sa tête que ce n'est pas forcément par rapport à lui ou à elle. Et celui ou celle qui n'a plus de libido en ce moment, ou alors depuis toujours, doit absolument essayer de rassurer l'autre malgré tout, parce que c'est vrai que c'est pas une situation facile, et de lui expliquer le plus posément possible que non, que ce soit en ce moment ou depuis toujours, le sexe en ce moment c'est pas ta priorité, et que ça n'a rien à voir avec lui ou avec elle. Donc évidemment ça va nécessiter de longues conversations, potentiellement de temps en temps un petit peu des engueulades, mais c'est que de l'amour en fait. Il faut vraiment se rendre compte que c'est que de l'amour. Une différence de libido ce n'est pas fatal, même parfois c'est seulement une petite période. Si c'est une période qui dure depuis un peu trop longtemps à votre goût à tous les deux, parce que attention, c'est pas parce que c'est toi qui manque de libido que ça te fait plaisir de plus avoir de libido. Peut-être qu'un petit bilan sanguin ça peut être utile, parce qu'après tout si ça se trouve t'as une carence en quelque chose, ou alors consulter un psy, parce que parfois la baisse de libido c'est dû à une dépression. Ça peut être dû à tellement de choses en fait que consulter juste un médecin pour dire coucou, j'ai une baisse de libido depuis vraiment longtemps et je commence un petit peu à en souffrir, est-ce qu'on peut essayer de voir d'où ça vient? Ça peut être utile en fait, que ce soit pour toi, pour l'autre, pour ton couple. Donc à voir, mais dans tous les cas, oui, évidemment, un couple peut tenir, même s'il y a écart de libido, je te rassure. La seule chose qui compte, c'est de continuer à communiquer, continuer à se rassurer aussi, et à partir de là, en principe, tout passe comme sur des roulettes.
Tu entends ce petit vrombissement derrière? J'ai allumé le ventilateur, j'avais trop chaud. Alors, on enchaîne avec une question que j'aime beaucoup parce que ça change un petit peu des histoires d'amour et en même temps c'est très développement personnel, j'adore. Des conseils contre la procrastination. Au cas où tu manquerais encore un petit peu de vocabulaire, la procrastination c'est l'art de remettre au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Du style, ah là là, faut vraiment que je fasse mon devoir de maths et en même temps j'ai encore 3 jours pour le faire. Tranquille, je le ferai peut-être demain ou peut-être après-demain ou peut-être à la dernière seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Si tu veux lutter contre la procrastination, c'est marrant, j'en ai parlé en story il y a pas très longtemps. Je passais un peu une semaine de merde, genre j'étais pas bien, j'avais pas trop le moral et tout. Et j'en avais parlé pour une fois en story, puisque je me rends compte que c'est important aussi de montrer sur Instagram la vraie vie de non, ça ne va pas toujours au maximum. Et je racontais que un matin, je me sentais vraiment pas bien et tout. Et que bizarrement, une fois que j'avais fait mes tâches chiantes de la journée, que tu sais, t'as toujours des trucs chiants à faire dans la journée, et ben je me sentais vachement mieux. Et donc finalement, c'était un peu la preuve que ce qui m'avait mis en bad mood comme ça, et ben c'était le fait de savoir que j'avais des tâches chiantes à faire et que j'avais pas envie de les faire. Je savais que ça allait me prendre de l'énergie de les faire et j'avais pas envie d'utiliser cette énergie là. Sauf que le problème dans la procrastination, c'est quoi? Tu sais que t'as des choses à faire qui vont te demander de l'énergie. Du coup, t'as pas envie de les faire. Et du coup, comme t'as pas envie de les faire, tu les fais pas, tu les remets au lendemain. Sauf que entre le moment où tu te dis que tu dois faire cette tâche là et le lendemain où tu vas te redire que tu dois faire cette tâche là, t'auras quand même perdu énormément d'énergie à te dire putain, j'ai toujours pas fait ça. C'est ce qu'on appelle de la charge mentale. Tu as une liste de choses à faire que t'as pas envie de faire, dont tu sais que ça va te prendre de l'énergie. Et en fait, la meilleure façon de voir les choses, c'est de te rendre compte que tu le fasses maintenant ou que tu le fasses demain, entre aujourd'hui et demain, tu auras perdu plus d'énergie si tu ne le fais pas que si tu le fais. Donc autant le faire en fait. Parce qu'une fois que c'est fait, après t'es libéré, t'es au max. Alors que si c'est pas fait, je te dis, tu vas te faire kiffer, genre je sais pas, tu vas regarder Les Princes de l'amour, tu vas aller te promener avec tes copines, tu vas aller faire du shopping, mais au fond de toi, dans ta tête, tu sais que t'es un peu vaseuse parce que tu sais que t'avais des choses à faire que t'as pas faites et donc t'en profites pas complètement. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Donc si tu ne veux pas souffrir de la charge mentale, rends-toi compte que faire ce truc chiant que t'as à faire, et ben c'est te rendre service et c'est t'enlever de la charge mentale, donc vas-y. C'est mon meilleur conseil contre la procrastination parce que personne va le faire à ta place déjà et c'est pas parce que tu vas remettre à demain que demain tout à coup t'auras vachement plus envie de le faire alors que tu le fasses de temps en temps évidemment. Tu sais, il y a des jours où juste t'as pas d'énergie et tu te dis ah non aujourd'hui ce devoir de maths c'est mort, je peux pas, je veux pas, je le sens pas de problème. Maintenant si tu te dis ça tous les jours c'est qu'il y a un problème hein. Soit t'aimes vraiment pas les maths, ce que je peux comprendre, soit t'as un vrai problème de procrastination, auquel cas bah j'espère que ma réponse aura pu t'aider parce que cette histoire de charge mentale je te dis vraiment ça rend fou. Et si tu t'en sors pas parce que tu te rends compte que t'as trop de trucs à faire, fais-toi une liste. Juste tu te fais une liste et tu la fais dans l'ordre. Tu te poses pas d'autres questions, tu fais ta putain de liste dans l'ordre. Et si t'as beaucoup trop de trucs à faire, et ben tu te dis bon bah aujourd'hui je fais 3 tirets et puis demain je referai 3 voire 4 si j'ai la force et tu vas voir ça avance tout seul. Mais voilà, c'est mon seul conseil contre la procrastination. De toute façon à un moment il y a pas de secret, il faut se mettre un coup de pied au cul hein, comme dans tout. Aïe aïe aïe. J'ai connu la passion dévorante, la vraie. Tout est si fade depuis qu'il est parti. Je comprends ma Gertrude. Oh, je comprends. Tu sais, j'ai vu il y a pas longtemps une phrase sur Instagram, et tu sais comme j'adore les phrases Instagram. C'était en anglais, mais tu vas comprendre. Ça disait « Je veux pas tomber madly in love », donc je veux pas tomber fou ou folle amoureuse, je veux simplement tomber sainement amoureuse. Et ça voulait tout dire en fait. C'est vrai que vivre cette espèce de passion intense et folle, ouais, c'est un tourbillon incroyable. Et oui, évidemment, t'as envie de le vivre au moins une fois dans ta vie. Mais la réalité, c'est que cette espèce de passion si forte et si folle, elle n'a pas vocation à durer et surtout elle ne peut pas durer parce que c'est tellement fort, c'est tellement intense qu'au bout d'un moment mais tu te tues, tu te cuis à petit feu, c'est trop fort. Et donc je comprends que tout soit si fade depuis qu'il est parti parce que tu viens de te prendre une espèce de shoot de drogue, d'amour dans la gueule et là on te dit bon bah c'est fini. Et tu fais quoi non attendez, pas tout de suite, c'est pas possible. Et ben si, c'est fini. Rends-toi compte ma Gertrude que cette passion si forte que tu as vécue, déjà c'est merveilleux que t'aies pu la vivre, mais quelle chance, tout le monde ne vit pas ça ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Donc essaie de voir les choses du bon côté et sois grateful, reconnaissante envers la vie d'avoir pu t'offrir ce cadeau-là. Et de l'autre côté, sois honnête avec toi-même. Tu n'aurais pas pu continuer sur ce rythme des années durant. Et surtout, sois honnête avec toi-même sur le fait que s'il est parti, c'est que c'était peut-être pas tant la passion folle et merveilleuse dont tu parles que ça. S'il y en a un des deux qui se barre, c'est quand même qu'il y en a un des deux qui préfère ne pas être avec l'autre plutôt que d'être avec l'autre. Donc j'entends que toi t'as vécu ça de façon ultra forte et tout, mais de toute évidence, c'était pas si réciproque que ça à la fin. Alors peut-être qu'il est parti parce qu'il était obligé de partir et que c'était pas son choix, auquel cas bon bah je suis désolée, c'est comme ça, c'est la vie. Mais essayons toujours de voir le côté positif des choses. Je comprends que là tu sois juste en down. C'est comme si t'étais en redescente après de la drogue quoi. Il est parti, tout est fade, tout est nul, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je sais, je comprends, je l'ai vécu moi aussi. Malgré tout, rends-toi compte que la vie est longue, tu vas rencontrer encore tellement de gens, tu vas vivre encore tellement d'histoires différentes. Prends le temps pour te remettre de cette histoire, mais rends-toi compte que non, la vie n'est pas fade. Peut-être que ce que tu as vécu c'était fort, c'était intense et t'as kiffé, mais est-ce que c'était vraiment sain comme histoire? Vu l'état dans lequel tu te trouves, je suis pas certaine. Réfléchis à tout ça, prends le temps de faire ton deuil, mais aussi rends-toi compte que chaque jour a une saveur différente et non, le quotidien n'est pas fade. La présence ou l'absence de ce garçon ne peut pas définir ta vie comme fade ou non, ce n'est pas possible.
Je n'arrive pas à différencier l'amour d'un simple crush, comment savoir? Alors c'est une vraie bonne question qui va très bien avec celle qu'on pose très souvent qui est comment savoir si on est amoureux. Alors pour moi un crush très simplement c'est quelqu'un que t'as vu, que t'as peut-être croisé, avec qui t'as peut-être même eu la chance de discuter et tu t'es dit oh waouh cette personne là, ce mec ou cette meuf, j'adore, physiquement je suis attirée et j'ai envie d'en savoir plus. Un crush pour moi c'est ça. Il y a cette personne qui est là, qui pour le coup t'attire physiquement et t'es tellement attiré que t'as envie de discuter avec cette personne, tu penses à cette personne, enfin juste t'as envie d'apprendre à connaître cette personne quoi. Pour moi c'est un crush. L'amour c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui prend beaucoup plus de temps. Par exemple très souvent dans mes vidéos j'ai tendance à dire aux personnes qui me disent ben voilà ça fait 8 mois que je discute avec cette personne sur internet mais on s'est jamais rencontré mais je l'aime. Je leur dis toujours à ces personnes non je suis désolée tu l'aimes pas. T'as jamais passé de temps avec cette personne, tu peux pas l'aimer. L'amour déjà ça nécessite que tu connaisses réellement la personne. Ça nécessite que tu la connaisses, que tu aies passé beaucoup de temps avec elle parce que de toute façon si tu n'as pas passé beaucoup de temps avec quelqu'un tu ne peux pas le connaître parce que je suis désolée, n'en déplaise à tous celles et ceux qui seront dans cette situation là, c'est pas parce que tu discutes depuis 2 ans tous les jours avec quelqu'un sur internet que tu connais cette personne. Quand tu discutes, que ce soit par téléphone, en visio ou par écrit, ce n'est pas la vraie vie. Discuter avec quelqu'un via internet, c'est pas partager sa vie au quotidien. Quand tu discutes avec une personne sur internet, tu l'as pas vu énervé mais sur le moment. Tu l'as pas vu triste mais sur le moment. La personne va toujours prendre le temps d'enrober les choses de la même façon que toi aussi tu vas faire ça. Si t'es ultra énervé ou ultra triste, tu vas attendre 2 secondes avant d'aller parler à la personne à qui tu parles sur internet, tu vois. Donc bref, pour moi, l'amour ça nécessite que tu connaisses réellement cette personne et pour moi, tu ne connais une personne réellement que quand tu as passé beaucoup de temps avec cette personne. C'est pour ça que très souvent, les gens qui sont en couple genre depuis 2 semaines alors qu'ils se sont rencontrés il y a moins d'1 mois, ils me disent ah je suis amoureux, je l'aime. Je dis bah non, enfin peut-être que c'est en bonne voie, peut-être que pour l'instant tous les signaux te montrent que oui tu vas aimer cette personne, mais tu connais la personne que depuis 1 mois, ça fait que 2 semaines que vous êtes ensemble, non vous pouvez pas être amoureux. Pour moi l'amour prend vraiment minimum 2-3 mois pour s'installer et quand je te parle de 2-3 mois, c'est 2-3 mois à passer vraiment du temps ensemble, à se voir plusieurs fois par semaine. C'est ça l'amour, c'est quand t'as passé du temps avec la personne, que tu l'as vu dans tous ses états d'âme et que tu continues d'aimer cette personne. En fait très simplement, tu sais on dit très souvent, on aime les gens pour leurs défauts et pas pour leurs qualités. Alors il s'agit de bien comprendre cette phrase mais effectivement une fois que t'as passé suffisamment de temps avec une personne pour capter un peu ses défauts, si là tu es toujours autant attiré par cette personne, si là tu sens que t'as toujours envie d'être avec cette personne, oui c'est que potentiellement tu l'aimes. Mais je suis désolée, pour avoir le temps de découvrir les défauts d'une personne, il faut passer beaucoup de temps avec cette personne. Donc voilà, tu voulais ma réponse. La différence entre un crush et l'amour le vrai, c'est le crush, bah tu peux juste venir de le rencontrer, alors que l'amour le vrai, c'est sûr tu le connais depuis au moins 3 ou 4 mois et surtout t'as eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec cette personne. Autrement, pour ma part en tout cas, je n'appellerais pas ça de l'amour. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote numéro 13. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi si tu veux, tu peux cliquer sur la cloche même si tu aimes les notifications. En tout cas, si jamais je sors une vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, c'est facile à retenir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment précis qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Avec le ventilateur, ça le fait trop. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en privé, donc sans que ça passe en vidéo, de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de développement personnel, de ce que tu veux, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Et si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Et puis d'une manière générale ça se passe quand même toujours vraiment très bien. Donc hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus d'ailleurs si tu veux que tu peux, hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.